France, on n'aime pas les riches, comme disait François Hollande. Des riches qui ne sont pas si nombreux que ça, si on en croit le rapport de l'Observatoire des inégalités, puisqu'ils sont 4,5 millions, soit 7,1% de la population. Un chiffre faible, si on fait le parallèle avec le nombre de pauvres, puisque fin 2019, selon l'INSEE, il y avait 9,2 millions de pauvres, plus du double en France, plus du double, un chiffre qui passait à plus de 10 millions en comptant les DOM et les personnes vivant en communauté. Alors être riche, c'est gagner combien par mois? C'est gagner 2 fois le salaire médian pour l'Observatoire des inégalités, soit 3 673 € par mois pour une personne seule, prestations sociales comprises et impôts déduits, 5 511 pour 2 adultes et 7 713 € pour une famille avec 2 enfants de moins de 14 ans. Des chiffres qui nous rappellent que les salaires sont bas en France, puisqu'avec 3 673 €, on fait partie désormais des 7,1% de Français les plus riches. D'où notre premier débat, y a-t-il trop peu de riches en France? Et vous êtes 51,6% à dire oui. Avec nous, Nicolas Orsoy, économiste. Bonsoir Nicolas Orsoy. Bonsoir. C'est cruel de voir qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches en France. Est-ce que c'est pas finalement un peu l'échec de notre modèle social? Complètement. Bien dans le micro. Complètement. Je crois qu'on est, c'est la faillite globale du système, quoi. On a fait fuir les riches pendant 40 ans, maintenant il y en a moins, et on appelle riche finalement la classe moyenne. Et en plus, le revenu veut pas dire grand-chose, parce que si on gagne même 5 000 € et qu'on en dépense 6, on est pauvre au bout du compte. Oui. Donc, Vu ce comme qui ça, compte, c'est le revenu disponible après avoir tout payé, c'est-à-dire après la nourriture, après le logement, etc., les diverses pensions qu'on verse à qui on peut imaginer. Bref. La richesse n'est pas ça. La vraie richesse, si vous voulez, c'est de vivre avec les intérêts de son capital. Voilà. Quand on vit avec les intérêts de son capital et qu'on ne touche pas au capital, on peut considérer qu'on est vraiment riche. Bon, maintenant, si on veut parler de revenus, bien sûr, moi j'estime sérieusement, en dessous de 10 000 €, on n'est pas riche, on est aisé, quoi, puisque, voilà. Maintenant, je crois que, très honnêtement, l'Observatoire des inégalités, exagère un petit peu. Parce que, à l'époque de François Hollande, c'était 4 000 €. 4 000 €, on était riches et on n'était pas aimé par François Hollande. Voilà, donc là, on serait à 3 600, donc ça serait moins. Alors, entre-temps, il y a eu l'inflation, il s'est quand même passé 10 ans. Donc, je pense qu'effectivement, là, on exagère un petit peu. Hein. Oui. Philippe Bilger. Nicolas Orsoy, d'abord, je ne suis pas persuadé, mais je ne suis pas un spécialiste comme vous, qu'il y a des pays où finalement les riches sont plus nombreux que les gens de revenus modestes. Mais je voulais vous poser cette interrogation. Est-ce que s'il y avait plus de riches en France, est-ce que la théorie du ruissellement deviendrait plus plausible qu'elle ne l'est? Et au fond, est-ce qu'on pourrait répondre, vous savez, à ce proverbe chinois qui disait que lorsqu'il n'y a plus de riches, les pauvres meurent? Oui, Ou bien la seconde branche de l'alternative, s'il y avait plus de riches en France, est-ce que vous ne craignez pas que les fractures, les jalousies sociales s'amplifient? Alors, vous appréciez le propos riche de Philippe Bilger? Comme toujours d'ailleurs, comme toujours. Et c'est vrai que en économie, vous savez, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du no bridge, c'est-à-dire no bridge entre la microéconomie et la macroéconomie. Moi, je pense au contraire que quand la microéconomie va bien, la macro va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a un bridge en réalité entre la micro et la macro. Un bridge, c'est un pont pour nos auditeurs qui parlent pas anglais. C'est-à-dire que quand tout va bien à l'échelle de l'entreprise, de la PME et de l'individu, tout va beaucoup mieux à l'échelle du pays. C'est-à-dire que oui, en effet, plus il y a de riches, moins il y aura de pauvres. D'accord? Parce que le riche consomme, parce que le riche investit, parce que le riche croit en l'avenir. À partir du moment où il y a plus de gens qui sont aisés, qui ont un revenu disponible effectivement important, eh bien effectivement on rentre dans une logique de paupérisation progressive et à la fin on appelle riche la classe moyenne qui a juste un travail et qui peine pour le garder. Voilà. Donc il y a eu un glissement, si vous voulez, de la richesse vers la classe moyenne. Et ça, à mon avis, c'est absolument indiscutable. Vous vouliez réagir, Pierre-Yves Martin, d'entrée de jeu? Ouais. Merci en tout cas pour cet éclairage, c'est très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une confusion entre les riches et les ultra-riches. Et oui. En fait, je trouve que quand vous dites, par exemple, s'il y a de plus en plus de riches, ça va permettre aux classes moins aisées de pouvoir gagner en pouvoir d'achat. Je pense que c'est vrai pour les
ultra riches, Oui. mais pas pour les riches, en fait. C'est moins vrai pour les classes moyennes, Voilà. je suis d'accord. Et c'est vrai que le mot riche, il y a un petit côté péjoratif. D'ailleurs, Bien sûr. j'aime pas tellement ce mot parce que on est clairement dans une logique de discrimination. Hein. Riche, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est un mot qui n'existe pas tellement, même en économie, la notion de riche, on n'en parle pas. Hein, Ouais. On parle de gens qui ont un revenu supérieur à tel niveau. Mais cette notion de riche, c'est un côté stigmatisateur qui est pas très sain. Mais par contre, j'ai un peu regardé le rapport qui a été publié ce matin ou hier. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est que pour une fois, il donne pas juste un chiffre, c'est-à-dire 3007, il donne un chiffre pour chaque catégorie familiale. Donc il y a le célibataire, le C'est couple ça. avec un enfant, Oui, deux deux enfants, enfants, etc. 4 ans, Et du coup, jusqu'à ça 14 permet, ans. ça va de 3007 à 3673 à 7713. voilà, 7700. Oui. Et du coup, ça donne quand même une meilleure compréhension. Mais peut-être que manque dans ce rapport, dans ce sujet aussi, l'implantation territoriale. Parce que quand on vit avec 5 000 € par mois à À Paris, Guéret ou à Paris, C'est pas pareil. c'est pas absolument. pareil, voilà. Absolument. Euh, Bon, Ouais, j'allais y venir. oui. C'est mon interrogation, effectivement. C'est vrai, ce qui manque souvent dans ces études, c'est la régionalisation. Être en Île-de-France, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, c'est pas la même chose qu'à Guéret, puisque c'est l'exemple que vous avez on n'a pris. rien contre les Creusois, soyez Non, en non, passant. non, loin de là. Mais 3 600 € à Guéret, je pense que vous pouvez vivre correctement. 3 600 € à Paris avec le prix du logement, etc. C'est quand même très compliqué. Oui, alors, même si pour certains, ça peut sembler énorme et du caprice de Parisien. Il faut quand même rajouter que si vous vivez à Guéret ou en tout cas en province, vous avez des frais de véhicule qui sont beaucoup oui. plus importants Oui. parce que vous devez vous déplacer. En fonction de votre- Et je pense que ça compense assez bien la différence de loyer quand on D'accord. est locataire. Parce D'accord. qu'effectivement, je vous fais pas un dessin, vous connaissez le prix du litre De gasoil ou de d'essence, samplon gasoil maintenant, ou de comme il y a plus samplon. de samplon que de Donc gasoil. oui, aujourd'hui, surtout qu'il faut 2 voitures si on est un couple, parce qu'en oui. général, on travaille pas au même endroit. Donc au bout du compte, si vous voulez, si on intègre ces dépenses de transport, on peut discuter. Enfin, D'autant plus que les deuxième loyers couronne baissent à Paris un petit parisienne. peu. Hein. Enfin, c'est vrai. ouais, ça dépend. Mais on est d'accord, globalement c'est vrai. Hein. Oui. Mais il faut faire attention à ça. Et puis- oui, juste pour terminer un point. Et on y Bon, revient après. L'Observatoire des inégalités constate ça. Bon, l'INSEE fait très bien le job aussi. Hein. Je veux dire, D'accord. moi je trouve que l'INSEE, on a un institut de statistiques qui est tout à fait au point. Bon, on dit d'ailleurs, on dit pas que l'INSEE est indépendante parce que par définition c'est une administration, mais en fait si, puisque l'INSEE ce sont des économistes. Il y a peut-être des grandes lignes qui sont discutées en haut lieu, etc. Mais les chiffres ne sont pas, je veux dire, sont pris tels qu'ils doivent être. Bon, l'Observatoire des inégalités, je ne le connais pas plus que ça, mais j'ai quand même regardé la composition. Je ris pour vous regarder parce que vous avez remis une Il y a citation de. beaucoup de sociologues, il y a des professeurs d'université, etc. Mais ils ne passent pas pour être des grands chantres du libéralisme. hein. Vous me faites penser à une On les citation de retrouve à la Churchill. NUP De Churchill. pour Je le- sais pas, l'autre mais j'ai pas vu observatoire. de libéraux extrêmement connus. J'ai vu Monsieur Piketty, qui sont des économistes très compétents, Oui. mais il y a quand même, à mon avis, Une orientation. autant d'indépendance à l'INSEE que là. Vous m'avez rappelé une Il y a citation. plus libéral que lui. Hein. Oui, ça c'est clair. Oui. Vous m'avez rappelé une citation de Churchill qui disait « Je ne crois les chiffres des statistiques Voilà. que quand je les ai truqués moi-même. » Vous vouliez réagir? Moi, je voulais réagir Pierre-Yves parce Martin. qu'on est très focalisé sur les riches ou sur les ultra riches, mais ce qui me choque toujours autant, c'est de voir la part des pauvres entre guillemets. Voilà, sur laquelle on semble ne pas réagir, quoi. Tant Ah sur bah, le plus tant de sur 10 l'approche, millions si on croit l'INSEE, tant sur fin la- 2019. Oui, ça, Ce qui c'est est- inquiétant. Ce qui est hyper inquiétant, et il n'y a Bien rien sûr. dans le discours politique, dans l'offre Bien politique sûr. pour tenter de résoudre ce sujet-là. Et le niveau des salaires, qui est extrêmement faible en France. Hein. Absolument. Alors je vous coupe. Ça, il faut le dire. Les 3 673 € pour une personne seule, c'est 2 fois le salaire médian. Je rappelle, avant de vous redonner la parole, que le salaire médian, ça veut dire que une moitié des Français gagnent plus et une moitié des Français gagnent moins. Exactement. C'est pas le salaire moyen, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous avez parfaitement résumé la chose. Le salaire médian, c'est ce qui partage l'effectif en 2 parties égales. Oui, moi j'avais Lisa Guiraud. une question. Il y a quelque chose de paradoxal parce que donc 3600 quelque chose, on est considéré comme riche selon cette étude. Mais l'un des débats récurrents et notamment pendant la présidentielle, c'était effectivement la faiblesse des salaires qu'il y a en France, y compris chez les cadres. Oui. Alors comment on peut considérer qu'on est riche
à partir de ces salaires-là et en même temps être dans un problème de niveau de salaire. Ça veut dire que si on augmente les salaires, ça sera des ultra riches bientôt? C'est là où je considère qu'en effet, l'Observatoire des inégalités, à mon avis, n'a pas pris la vraie mesure du problème. Parce que des inégalités, il y en aura toujours. Par contre, le niveau global des salaires est trop bas, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez les cheminots, que ce soit pour toutes les catégories, y compris d'ailleurs des gens qu'on dit cadres moyens, supérieurs, etc. On est dans une logique, alors ça, bien sûr, on le sait, c'est la mondialisation qui tire les salaires vers le bas. Tout le monde le sait, mais personne ne veut vraiment l'avouer. Et on est dans une logique où, en effet, on est, comme le disait Karl Marx d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant, la baisse tendancielle du taux de profit parce que la mondialisation, parce que la concurrence, etc., fait que les inputs, tous les éléments qui rentrent dans le processus de production, c'est-à-dire travail et capital, sont effectivement moins rémunérés, c'est tout. Alors là, excusez-moi, mais je vous donne la parole, mais alors Nicolas Orsoy, que je connais, qui est quand même assez libéral, qui cite Karl Marx, mais oui. Là, il faut aller me chercher le défibrillateur. Tout n'est pas faux chez Karl Marx, il a dit des choses très vraies. Non, mais je vous chambrerai. On voit qu'il n'est pas fermé. Et il est formidable, Karl Marx. Absolument. Un grand philosophe d'ailleurs. Absolument. Oui. Mais j'ai une petite question. Selon cet observatoire, c'est quoi la définition de riche? C'est pouvoir se mettre un toit sur la tête, c'est pouvoir nourrir ses enfants, partir en vacances une fois par an. Qu'est-ce que c'est être riche? Il faudrait leur poser la question, et c'est là où je pense qu'il y a un petit peu d'idéologie sous-jacente. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est là la difficulté. Il y a un petit peu d'idéologie sous-jacente, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quel que soit le niveau de revenu, ce qui compte, c'est la différence entre le revenu et les dépenses. Bien sûr. Parce que la richesse, malgré tout, c'est ce qui reste. Donc quelque part, c'est le capital, c'est le solde net. L'enrichissement annuel, c'est la différence entre ce que j'ai gagné et ce que j'ai payé. Mais avant de vous donner la parole, mon cher Pierre-Yves, je voudrais vous poser une question. Il y a quelque chose que je trouve assez bizarre, c'est qu'on parle des revenus pour mettre les riches, mais on ne met pas le patrimoine. Bien sûr, on devrait. Il vaut mieux. Si, là, dans le rapport, il y a une partie sur le patrimoine. Oui, mais il y a seulement une partie. Parce que si vous avez 3600 € par mois, mais que vous êtes propriétaire, que votre appartement, votre maison est payé, c'est quand même drôlement plus facile qu'avoir 4000 € et d'avoir 1000 € de crédit par mois, par exemple. Bien sûr, 1200 €, non? Moi, je connaissais une ferme où il y avait un petit commis dans la ferme qui était là, d'ailleurs, qui payait pas de loyer parce qu'il était sous le régime qu'on appelle du commodat. Il gagnait 800 € par mois et quand il est décédé, on a découvert 500 000 € sur son compte en banque. Est-ce qu'il était riche? D'après l'Observatoire des inégalités, il était pauvre. Oui. Sauf qu'en fait, il était relativement aisé quand même. Mais c'est vrai, c'est intéressant. Pierre-Yves Martin, mais dans le micro. C'est intéressant ce que vous dites parce que il serait peut-être plus pertinent ou complet d'essayer de qualifier des illustrations de ce que ça peut vouloir dire. Par exemple, être en capacité de partir en vacances X fois en week-end, pouvoir s'acheter une voiture, aller au restaurant, au cinéma, bien sûr. Oui. Et puis la liberté fait aussi partie de la notion de richesse. Ouais. Quelque part, je gagne peu, mais je suis libre, je fais ce que je veux de mon temps parce que j'ai du temps libre. Un enseignant comme moi, par exemple, c'est vrai qu'il travaille pas beaucoup. Non, il faut reconnaître que dans l'enseignement supérieur, tout le monde sait très bien qu'il y a un volume horaire qui est relativement modeste, même si on a du travail à la maison, etc. Mais il faut admettre qu'on a du temps libre. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des richesses. C'est d'avoir le temps de faire de la création, le temps de jouer du violon, le temps de jouer du piano. Cette richesse-là, elle a aussi de la valeur. Et partout, on nous parle de, vous savez, cette notion de valeur ajoutée qui est qui n'est pas monétaire. Cette richesse-là, il faut aussi en tenir compte. Et c'est là peut-être une des erreurs de l'Observatoire des inégalités. Et d'ailleurs, le bonheur, à un moment, il y avait l'indice de bonheur. Intégrer le bonheur dans le calcul du PIB. Naturellement. C'est loin d'être idiot. Et alors, comment on fait ça? Bon, il y a plusieurs méthodes. Déjà, quand on écoute Sud Radio, on a déjà un indice de bonheur qui monte. Oui, alors, oui, même si parfois le fait de dire la vérité, parfois est un peu déprimant. Mais bon, oui, c'est vrai. Tout ça, c'est une valeur considérable. Philippe Bilger voulait réagir. Non, mais je rejoins ce qu'a dit Nicolas Orsoy. J'aime beaucoup une définition de Dostoïevski qui dit que l'argent, c'est de la liberté frappée. J'aime beaucoup ce que vous avez dit avant. Moi, je ne joue pas du piano ou du violon. Je ne suis pas un ultra riche. Je suis plutôt un ultra quand je suis dans les vraies voies. Mais vous avez raison, c'est une donnée qu'on oublie souvent dans l'argent. C'est la liberté qu'il donne. Mais exactement. Rappelez-vous, Jean Anouilh, je me heurte à ce mur, je suis pauvre. Je suis décidément trop cultivé ce soir. Je voulais vous poser une question. Oui, 7,1% de la population est riche, 14% est pauvre. La classe moyenne, c'est pas tous les 78% ou 79% qui est au milieu. C'est quoi?
La classe moyenne, on pourrait dire que c'est un revenu pour une personne entre 1800 et 2500, voilà, à peu près. Mais encore une fois, il faut regarder le patrimoine, il faut regarder les dépenses, il faut regarder l'âge aussi, parce que ça aussi a une incidence. Il faut regarder la liberté, il faut regarder le bonheur. C'est ça, en réalité. Eh bien, écoutez, ça a été une vraie richesse de vous avoir ce soir dans Les Vraies Voix, mon cher Nicolas Orsoy, économiste. Verdict sur Twitter. Y a-t-il trop peu de riches en France? Eh bien, vous êtes 51,8% à dire oui, il y a trop peu de riches. Ça vous dirait la chronique politique de Philippe Rossi, les amis? Allez. Je suis sûr que ça va être une chronique sûr. riche comme d'habitude.